Aujourd'hui, les élections européennes semblent ne pas intéresser nos concitoyens et c'est probablement pour eux la méconnaissance d'une situation dramatique. L'Europe aujourd'hui semble à la croisée des chemins et pourtant la différence est partagée par beaucoup. La situation est dramatique parce que notre survie aujourd'hui est en jeu. Nous avons une chute démographique dans toute l'Europe, un vieillissement de la population, et pourtant l'Europe, c'est une magnifique aventure. C'est une aventure qui a commencé il y a 25 siècles, et même peut-être même avant. C'est une civilisation qui a modelé le monde, qui par ses racines aujourd'hui pèse encore sur la vision de l'homme et de la relation à l'histoire. Par les racines grecques, nous savons que les dieux sont susceptibles de nous dominer, mais que les hommes sont capables d'y résister. Par les racines romaines, nous savons que le droit organise la société, que la justice parfois, sans le droit, devient folle. Par les racines judéo-chrétiennes, nous savons que la dignité de l'homme est au cœur de ce que doit être l'avenir d'une nation ou d'un peuple. Et enfin, par les racines qui viennent des Lumières, le centre du pouvoir est le citoyen et la raison. Nous avons toutes nécessité les uns et les autres à considérer que dans une planète qui va faire 8 milliards d'habitants et qui fait déjà 8 milliards d'habitants, mais qui fera 10 milliards avant la fin du 22e siècle, du 21e siècle, nous avons toute raison d'être inquiets, puisque nous ne représenterons que 8,5% de la population mondiale. Or, cette Europe qui s'est construite après la Seconde Guerre mondiale sur la civilisation européenne s'est bâtie pour la paix. On a passé un accord avec les Américains, ils nous protégeaient et nous reconstruisions économiquement l'Europe et les Américains s'y installaient à travers leurs entreprises. C'était une sorte de pacte qui s'est traduit par un accroissement du confort des Européens, la certitude que nous avions fait des guerres civiles, et en même temps le sentiment que la guerre froide nous donnait la chance tout de même d'être dans le camp de ceux qui pratiquaient la liberté de chacun. La chute du mur de Berlin nous a donné le sentiment aussi que, au fond, les États-Unis étaient devenus la première puissance et que nous avions raison d'être dans son camp. C'était une erreur. C'était une erreur parce que l'histoire n'est jamais figée. Et quand certains annonçaient la fin de l'histoire, en fait, c'était une erreur. Parce que les puissances qui avaient été gelées par la guerre froide renaissent. Et après le tsunami financier de 2008, où les États se sont endettés au-delà du tolérable, qui empêche la France d'avoir des marges de manœuvre budgétaires aujourd'hui, après d'ailleurs sa lâcheté à ne pas entreprendre des réformes pour nous donner à nouveau un sens du destin national. Après la crise migratoire, où là les frontières de l'Europe sont apparues comme inexistantes, après les effets de la mondialisation, où la concurrence entre les systèmes sociaux ont entraîné la délocalisation et des morts sociaux, particulièrement parmi les classes moyennes, le résultat aujourd'hui est celui de savoir si nous allons disparaître, si notre civilisation va être balayée, ou si au contraire nous allons construire à nouveau une espérance. Cette question se pose parce que nous n'avons pas de frontières en Europe dignes de ce nom qui permettent de résister à l'immigration massive, qui permettent de résister à l'introduction d'une culture qui n'a rien à voir avec la nôtre, quoi qu'on en dise, un islam conquérant, car cette religion porte en elle-même, comme toutes les religions qui ont pour ambition de porter leur message et leur unique vérité, porte en elle-même le désir de s'installer et de concurrencer nos modes de vie. D'ailleurs, ce mode de vie est concurrencé par cette religion sur plusieurs points. Sur l'idée que les rapports entre hommes et femmes
ne doit pas être garantie comme les Européens les ont bâtis, faisant de la femme soit une guerrière, comme les Spartiates ou les Vikings, soit une déesse, comme Aphrodite, ou la mère du Christ tout simplement, ou même plus absolument. En réalité, cette égalité ou cette manière qu'ont les hommes et les femmes d'être équivalents en Europe, dans leurs devoirs et dans leurs droits, l'islam ne porte absolument pas cela en lui. C'est un choc également culturel, car nous n'arrivons plus à assimiler ni à intégrer. Nous n'avons plus les moyens. En fait, on n'est pas loin de la submersion sur certaines parties des territoires européens, et particulièrement en France. Le vieillissement de notre population ne donne pas des élans qui permettent d'espérer d'être dignes de s'identifier à nos schémas. Et puis cette Europe et cette France qui se complaît dans un individualisme forcené, qui est percuté par le terrorisme, qui est percuté par tous ceux qui en fait souhaitent démontrer que nous sommes qu'un simple ventre mou. Cette Europe n'est jamais aussi faible aujourd'hui parce qu'elle a nié les nations. Et le sujet principal de notre action politique aujourd'hui, c'est de refonder une Europe. On dira que c'était un thème qu'on a toujours eu, sauf que maintenant, les opinions publiques ont changé. Le monde a changé. Et comme les opinions publiques ont changé, et que nous-mêmes nous sommes revenus à nos fondamentaux, la droite républicaine et nos alliés les centristes patriotes, la droite républicaine a choisi à nouveau les valeurs qui l'ont incarnées. La nation, l'autorité, la liberté, une fiscalité qui reconnaît le travail, qui est au centre de notre civilisation, le respect de l'égalité entre hommes et femmes, et surtout la capacité à vouloir avoir à nouveau une espérance collective. C'est pour cela que nous voulons une Europe puissance, parce que la France doit redevenir aussi une puissance en Europe pour démultiplier les allées vers cette protection de la civilisation qui est la nôtre. Cette Europe puissance passe par une Europe des frontières, frontières extérieures mais aussi frontières intérieures si la frontière extérieure ne suffit pas. En matière d'immigration, avoir la détermination qu'il faut. Lorsque les bateaux arrivent en Méditerranée, il faut les ramener au port d'émission, de départ, et installer des centres d'analyse sur place des demandes de droit d'asile. N'oubliez pas qu'en France, c'est plus de 122 000 demandes d'asile qui sont arrivées en 2018, et lorsque l'on sait que cela se traduit aussi par de l'aide médicale, de la scolarisation, de l'hébergement et des aides financières, ce sont des chiffres phénoménaux qui sont impactés sur les contribuables français. L'État a dû découvrir, dirais-je, 5 milliards d'euros en 2018 pour faire face et aux migrants et aux demandeurs d'asile. De ce côté-là, l'Europe doit établir des frontières, parce qu'on n'a pas de maison sans mur. Saint-Exupéry disait que l'on peut accueillir quand on peut ouvrir une porte, et quand cette porte permet de garantir ceux qui accueillent par des murs. En réalité, cette immigration massive constitue le premier souci de nos concitoyens européens et français avec la question du terrorisme et de l'islamisme. L'Europe doit être également une puissance dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, c'est un ventre ouvert à tout. Il faut que l'on redevienne marqué par l'exigence de préférence communautaire, c'est-à-dire d'accepter et de réciprocité. Préférence communautaire en matière de produits agricoles, pour soutenir nos agriculteurs, pour défendre la politique agricole commune. Particulièrement, nous Français, nous y sommes extrêmement attachés, ne serait-ce que pour obtenir notre sécurité alimentaire et notre souveraineté alimentaire. On a de ce côté-là un certain nombre de difficultés avec les pays du Nord, et particulièrement avec la famille ultralibérale de la DLE, où les députés d'En Marche siégeront
alors que du point de vue de la politique agricole, ils n'ont jamais véritablement défendu, ni par du temps de Hollande, ni aujourd'hui, les intérêts des agriculteurs. D'ailleurs, le budget de la politique agricole commune a diminué en valeur de 12% en 2018, en valeur 2018. Ce qui veut dire que cette préférence communautaire, c'est une préférence pour les Européens. C'est le principe aussi de subsidiarité qui fait que l'Europe, en termes technocratiques, ce qui est condamnable, ne doit intervenir que sur les sujets que les nations ne peuvent pas accomplir elles-mêmes. Et quand je parlais de réciprocité, c'était également exiger que si certaines puissances décident ou souhaitent exporter chez nous, il faut qu'elles ouvrent leur marché à équivalence de leur désir d'exportation. Parce que nous sommes pris entre deux puissances, deux superpuissances, les États-Unis et la Chine, qui vont se combattre pendant tout le XXIe siècle. Et nous, nous sommes au milieu. Si nous ne raisonnons pas en termes de puissance, nous serons écrasés. Les États-Unis souhaitent exporter chez nous et préfèrent les accords bilatéraux plutôt que de devoir négocier avec toute l'Union européenne. Et la Chine est à la conquête du monde, par les routes de la soie et les investissements que les Chinois vont consentir, c'est-à-dire en pratiquement 20 ans l'équivalent du PIB de la Russie. Ce qui veut dire que dans cette mâchoire au sein de laquelle nous sommes pris, si nous ne raisonnons pas en termes de puissance, on sera balayé. D'où la nécessité absolue d'avoir un filtrage des investissements étrangers en Europe. Quand on pense que les Chinois ont investi près de 145 milliards en 10 ans et qu'ils ont acheté les meilleures pépites récemment, Linxen, qui était la société française qui réalisait la plupart des puces, ou encore en Allemagne, KUKA, qui était une pépite de l'industrie allemande en matière de robotisation. Donc un filtrage, et nous-mêmes créer un fonds d'investissement. Mais enfin et surtout réserver 50% de nos marchés publics aux PME locales, et particulièrement aux PME familiales pour une partie de ces 50%, tel que le plan d'investissement de la Commission le permet. C'est une volonté qui s'explique aussi par la nécessité d'exiger que les travailleurs détachés payent leurs cotisations dans le pays où ils travaillent. La nouvelle directive améliore les choses, mais pas encore au point où la concurrence n'est plus totalement déloyale. Elle le reste partiellement parce qu'il faut obtenir que les travailleurs détachés puissent payer leurs cotisations dans les pays où ils travaillent. Enfin, c'est une Europe qui doit être une Europe de projet, plus une Europe de normes. Quand on pense qu'on a eu des tentatives de directives pour empêcher les mineurs de monter sur des escabeaux, ou des tentatives de directives pour éviter que l'on utilise les cotons-tiges à usage multiple, ce n'est pas le rôle de l'Europe. Les Français ont un défaut, ils surreprésentent ou ils surtransposent les directives. Mais même s'ils les surtransposent, ils deviennent plus exigeants et de ce fait, ils réduisent la compétitivité de nos acteurs économiques. Restons simplement à la transposition, mais veillons à ce que cette transposition, ou en tout cas à ce que ces directives, concernent des projets. On a réussi avec des coopérations à faire Airbus, à faire Ariane. Dans cette situation où la mâchoire des deux grandes puissances peut nous écraser, il faut qu'on investisse et contrôle et concentre nos investissements sur des grands sujets. En matière de santé, en matière de politique industrielle pour les batteries, en matière de 5G, en matière d'intelligence artificielle, en généralisant notamment les Erasmus, y compris pour les apprentis. Ce qui veut dire que cette concentration de moyens sur les projets nous permettra d'être à égalité, en tout cas de ne pas être balayés. Et cela devrait nous amener à avoir un véritable bouclier écologique. On ne doit accepter sur nos marchés que les produits qui respectent nos normes environnementales, mais également des normes éthiques, dirais-je, particulièrement pour la Chine. Partie du PIB chinois provient directement des camps de concentration chinois. Le Laogai. Peut-on considérer que nos consommateurs puissent
acheter des produits chinois en sachant qu'ils sont fabriqués par des gens qui sont humiliés et torturés. Cette traçabilité des produits doit être également une demande d'éthique. Ce qui veut dire que cette Europe des projets, c'est une Europe de notre espérance. Réduisons les normes, reprenons certaines compétences où ce n'est pas nécessaire que l'Europe s'en préoccupe, évitons une technocratie qui est le produit de lobbying et veillons à ce qu'il y ait un destin collectif et que la France se rétablisse dans sa propre puissance. Ça implique un certain nombre de décisions que manifestement le président actuel ne prendra pas ou ne veut pas prendre parce qu'il ne donne pas de cap. Et comme il décide par ailleurs de délocaliser les migrants qui arrivent à travers tous les pays d'Europe et particulièrement le nôtre, il n'a pas compris, il ne veut pas comprendre que l'Europe est une civilisation et que la France est une culture, ce qui lui avait dénié. Aujourd'hui, ces élections, ce sont des élections de survie collective. Ou bien nos concitoyens en prennent conscience, et donc on a une chance peut-être à entraîner le PPE en Europe à suivre, parce que les opinions publiques sont en train de changer, à suivre nos demandes. Ou bien nos concitoyens malheureusement n'ont pas perçu les enjeux de cette élection, pour la première fois elles sont véritablement dramatiques, et on sera condamnés tous ensemble à prendre des décisions à chaud, ce qui n'est pas une bonne solution en général. Donc, tout cela m'amène à vous dire et à dire à mes amis, prenez conscience que cet engagement pour l'Europe est un engagement pour la France, et que l'engagement pour la France est un engagement pour l'Europe.